Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakonaselamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakonaselamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 1 heure environ avec notre amie la majeure Iliana, dévouée aux réponses apportées à vos interrogations. Comment ça va Iliana? En forme? Bonjour à vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Moi, je vais très bien aussi, merci, sans problème. Eh bien, nous voici de nouveau réunis, vous et moi, en face à face pour l'enregistrement de cette 41e édition des entrevues avec une biche. À l'occasion de laquelle j'ai sélectionné 2, 4, 6, 8, 10, 12 questions. 12 questions, waouh. Vous essayez de battre un record, là. Et vous êtes de plus en plus confiant. Hein. Et pourquoi je ne devrais pas? Ah, si, moi je ne dis rien. Hein. Si. Non, je me souviens juste que vous étiez très à cheval sur les horaires. Donc là, vous mettez la pression, quoi. Et pourtant, on est toujours dans la même fourchette, là, maintenant. Hein. On a un bon petit rythme d'1 heure, ça va tout bien. Bon, on cesse de discuter pour rien dire, et on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes prête à vous lancer? Je suis toujours prête. Je vous l'ai dit, c'est comme les scouts. Bon, bien dans ce cas, sans plus attendre, on y va. Première question de Florina, qui nous demande ceci. Bonjour, pouvons-nous, s'il vous plaît, savoir si les voyages temporels sont possibles pour les humains et si l'ennemi s'en est déjà servi pour abîmer l'histoire ou modifier les événements? Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question des voyages temporels. Parce qu'on voit fleurir sur Internet aussi pas mal de témoignages de gens. Je viens de l'an 2640 et c'est encore plus horrible à mon époque qu'à la vôtre. Enfin bref. Donc, qu'en est-il? Bon, évidemment, tous ces gens qui soi-disant viennent du futur sont des fakes. Il n'y a rien de vrai derrière, absolument rien. Alors, les voyages temporels... Ça, c'est une question difficile. Hein. C'est-à-dire que l'idée que vous faites du temps au niveau mental est un peu cabossée, comme c'est l'image que ça me donne. Et c'est difficile de répondre précisément sans répondre quelque part à côté, parce que ça ne correspond pas vraiment à l'idée que vous en faites. En fait, le temps n'est pas linéaire. On n'est pas sur une voie en sens unique où les voitures vont d'un point à un autre et on se demande à quoi va ressembler le paysage d'après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, en conscience, on peut voyager potentiellement dans des temps potentiels. Alors là, je reviens sur l'histoire des lignes de temps. On a déjà parlé des lignes de temps, mais c'est vrai que c'est pas simple quand même à intégrer cette histoire-là. En fait, vous avez des possibilités de futur. Vous avez énormément de possibilités de futur. Et parmi toutes ces possibilités de futur, il n'y a un seul futur qui existera dans lequel tous les autres qui n'existeront pas seront confondus, seront effondrés. C'est ce qu'on appelle l'effondrement quantique. Alors, on ne peut pas construire de machine. Voilà, ici, il faudrait passer par... On va donner le cas le plus extrême, disons. Imaginons qu'un scientifique puisse créer une machine dans laquelle on puisse prendre place et pour voyager dans le futur. Pour ça, il faudrait se désolidariser du plan physique, obligatoirement, parce que le plan physique est forcément lié au temps horloge. On peut pas y faire ce qu'on veut dans le plan physique, c'est le champ d'interférence du plan subtil. Alors, tant qu'on reste soumis à ce champ d'interférence, on est soumis aux lois de ces interférences. Le temps fait partie de ces lois, donc on ne peut pas. Il faut qu'on se place au-dessus, enfin à côté, comme vous voulez. En fait, c'est ni au-dessus ni à côté. Ça fait intervenir une ou
dimension supplémentaire, on peut difficilement le visualiser comme ça facilement. Donc on va dire au-dessus. Hein. C'est ce que avant on appelait l'hyperespace quelque part. Oui, il y a une notion d'hypertemps aussi. On se met en marge de ça, on va sur les plans subtils et on se cale sur une fréquence particulière qui correspondrait potentiellement, ce qui est inaccessible. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine d'essayer. Ça vous sera rendu inaccessible. Le futur, il est préservé comme un joyau extraordinaire pour être sûr que l'humanité ne puisse pas embrayer sur une voie non prévue et arriver vers une catastrophe. Donc le meilleur avenir possible, en fonction des circonstances présentes, vous est garanti grâce à ça. Donc il ne faut pas que n'importe qui puisse y aller faire n'importe quoi. Mais admettons que ce soit possible, eh bien vous retrouveriez devant un champ immense de routes qui vous mène vers chaque fois un passé différent, avec les mêmes personnes, les mêmes situations à la limite, mais complètement différentes, ou à peine différentes, peu importe, mais différentes de toute façon. Et vous ne savez pas à partir du point de votre point de départ si la route que vous allez voir, que vous allez emprunter, et l'avenir vers lequel vous allez vous diriger sera celui qui sera votre avenir effectif. Tous peuvent l'être, plus ou moins, il y a des probabilités différentes de l'une à l'autre, mais pour l'instant, puisque vous partez d'un point, vous êtes lié fluidiquement à ce point, donc tout ce que vous voyez devant vous est en référence à ce point de départ. Si vous partiez d'un autre point de départ, cet avenir-là, ces routes, seraient elles-mêmes différentes. Chaque angle de vision du même point rend le point différent en termes de réalité. Là, c'est très, très, très complexe. Alors, on pourrait effectivement, potentiellement, si on avait les moyens, ce qui n'est pas le cas de toute façon pour l'instant, et qui n'a pas été le cas pour l'ennemi non plus, pourtant il a essayé, hein, ça c'est un fait, mais il n'y est pas parvenu. Mais si on pouvait choisir une de ces routes pour le futur, mais on irait visiter une possibilité de futur, mais ce serait pas forcément le futur qui sera effectivement. Il y a ce qui est potentiel et ce qui est effectif. Et ça, c'est la conscience globale de l'humanité qui focalise, qui fixe le point réel du présent au fur et à mesure de son avancée sur ces lignes. C'est le genre humain, c'est la conscience collective de l'humanité qui décide de son futur. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'induire des événements parfois stressants à l'humanité pour que sa réaction en termes de pensée, d'émotion, crée un schéma particulier qui accueille le seul et meilleur avenir possible et non pas un autre qui n'existe plus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que c'est quand même sont des détails qui sont quasiment inaccessibles au mental aujourd'hui.
Ça pourrait parler potentiellement à un physicien quantique, mais bon. Ou à quelqu'un de très imaginatif, ou quelqu'un de très intuitif, ou quelqu'un de très ouvert. Bon, maintenant c'est peut-être votre cas, je ne sais pas. Alors je dis comme je le sens, comme je peux, comme ce qui me semble être le plus parlant, de mon point de vue, bien entendu. Mais c'est ça, c'est-à-dire que voyager dans le temps, je dirais voyager dans les temps, mais on ne sait pas lequel de ces temps futurs sera effectivement le vrai futur, ce qui sera un jour le présent, ou ce qui restera une utopie. Eh oui, parce que voilà, il y a plusieurs milliards de possibilités en général de futurs potentiels à un long terme, hein, sur admettons un siècle. Il y a plusieurs milliards de possibilités. Et sur ces quelques milliards, il y a une seule de ces routes qui deviendra le futur effectif que chacun vivra, plus ou moins. Donc non, on ne peut pas voyager comme les histoires le racontent, comme les romans le racontent, une machine, on va dans le futur sera obligatoirement ça. Non, on pourrait à la limite, mais la personne dire oh là là, j'ai rencontré un futur, c'était incroyable, il revient vers le présent, il raconte, et puis finalement ça se passe pas du tout comme ça. Et les gens non, mais alors, qu'est-ce que t'as fait, t'as voyagé où, tu nous as raconté des âneries, ah si, pourtant je l'ai vu, etc. Vous voyez, on risque d'être confronté à ce genre de situation. C'est exactement comme certains voyants qui disent oh là là, va se passer ça, va se passer ça, va se passer ça. Faites attention. Alors genre, ah bon. Puis finalement, il se passe rien du tout. On dit, ouais, vous êtes un affabulateur, ou vous n'avez aucun talent, vous êtes un manipulateur, vous êtes un charlatan, vous êtes, voilà, tous les bouts de la terre. Alors qu'en fait, le gars a vraiment vu, il a vraiment vu ce futur-là. C'était le futur le plus probable à ce moment-là. Mais quelque chose a fait que, eh bien, les probabilités ont changé et que finalement, c'est vers un autre futur qu'on s'est engagé. Et celui qui l'a vu, eh bien, n'arrivera jamais. Il aurait pu, mais il n'arrivera pas. Bon, vous voyez, c'est pareil. C'est exactement le même principe. Le temps est quelque chose de tellement relatif qu'on peut difficilement voyager dedans. On ne peut que prendre conscience de l'instant présent. Il y a tellement de gens qui sont incapables de conscientiser cet instant présent qu'on se demande comment on pourrait voyager dans le temps. Ouais, c'est un peu comme ça. Enfin voilà, donc non, on peut difficilement, comme donc la littérature l'exprime, comme la machine à remonter le temps par exemple, et non, l'ennemi ne s'en est pas encore servi. Alors l'ennemi a essayé d'influencer les choses. Il y est parvenu d'une certaine manière, hein, d'influencer l'humanité pour qu'elle aille vers son futur à lui. Ça oui, parce que l'ennemi connaît les règles quand même. Hein. Mais y être allé pour changer quelque chose, non, ça change rien de toute façon. Et il n'a pas réussi non plus à diriger suffisamment loin l'humanité pour qu'elle tombe dans le gouffre. Et ça, c'est encore la bonne nouvelle. Les histoires en rapport avec le temps, je trouve ça absolument fascinant. C'est extraordinaire ce qu'on peut en apprendre en fait. Hein. Donc, c'est un de mes sujets favoris, je veux dire. Ah bah alors là, vous me faites de la peine. Hein. Je vous fais de la peine. Pourquoi je vous fais de la peine? En quoi? Alors, franchement, je suis déçu. Hein. Excusez-moi, hein. Je suis vraiment déçu. Enfin, pourquoi? J'ai rien dit. Si vous venez de dire que un de vos sujets favoris, c'était le temps. Et vous m'avez toujours dit que votre sujet favori, c'était l'Edwige. Alors là, je suis effondré. Je vais me mettre à pleurer. Ouais, vous devenez taquine, effectivement. Excusez-moi. Je vous en ai. Non, je vous taquine. Ah là là, il y a là. Bon alors, deuxième question de Florina. Alors, suite de la première question, voilà. L'effet Mandela découle-t-il de cela? Donc, de l'histoire du voyage dans le temps. Je me souviens de choses qui n'existent pas et je suis sûr que cela était. Car je me souviens d'avoir analysé l'objet ou l'événement en question étant plus jeune. Par exemple, le jeu Monopoly. Ouais, ça fait partie des... effectivement. Alors, je suis sûr qu'il avait un monocle. Alors qu'il avait un monocle, c'est le personnage, le petit banquier, là, qui symbolise le jeu, je crois. Je suis sûr qu'il avait un monocle, car je l'ai analysé à la loupe étant enfant. Il tentait bien une moitié de lunette. Il tentait une moitié de lunette. Comme je l'appelais, tout en courant. Oh là là.
Bref, quelqu'un a modifié les choses, mais moi je sais ce que j'ai vécu et l'admiration que j'avais par le personnage de ce jeu de société était unique. D'ailleurs, dans plein de parodies, on sait que chapeau, haute forme, donc plus monocle, plus moustache égale Monopoly. Alors, l'effet Mandela, en l'occurrence, c'est vrai que c'est intriguant, ça. Oui. Qu'en est-il? Alors, l'effet Mandela est intervenu très précisément, on a commencé à en parler, allez, environ 3 semaines après que les arcalchimistes, Yardark en tête, aient modifié via une intelligence particulière et modifié les lignes de temps, les fameuses lignes de temps en question. Mais pas celles de l'avenir, là je parle de celles du passé. C'est-à-dire que les lignes de temps sont telles que j'ai décrites pour le futur, elles existent également pour le passé. Il y a le passé qui a existé et tous les autres passés qui auraient pu exister mais qui n'ont pas existé. On a déjà parlé de ça. Hein. Et bien en fait l'effet Mandela c'est simplement un changement de rail. Je reprends toujours l'image de la gare de triage parce qu'elle est excellente. Hein. Imaginez un train qui entre dans une gare de triage sur 2 voies, de rails. Et à un moment donné, il doit repartir en arrière. Hein, il s'arrête en gare, l'aiguillage derrière lui change, et il part en arrière. Et comme l'aiguillage a changé, eh bien, il ne retourne pas sur ses pas, bien évidemment, il prend une autre direction. C'est exactement ce que nous avons fait pour le passé. Alors évidemment, on ne retourne pas en arrière, c'est pas le but. Mais si vous pouviez construire une machine à remonter le temps, pas avancer dans le temps, mais à remonter le temps, eh bien, vous n'iriez pas vers le passé que vous avez vécu, mais vers un autre. Et en fait, il y a parfois quelques micmacs, des petits micro-détails de réalité qui sont héritiers d'une autre ligne de temps que celle que vous avez vécue. Donc, ce que vous avez vécu, vous l'avez bien vécu, effectivement. C'est un fait, vous en souvenez, vous en êtes imprégné. Mais votre vécu n'est pas lié à ce temps que vous avez vécu, mais à un autre, qui techniquement est désormais votre passé officiel, même si vous ne l'avez pas vécu. Et ça crée de petits micro-décalages dans la perception de petits détails de réalité qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'ils devraient, en fait, et qui interpellent. Et en fait, l'effet Mandela, c'est ça. Alors effectivement, vous avez raison dans le sens où cette question, et donc la réponse est bien corollaire à votre première question liée au voyage temporel. Bon, ce ne sont pas des voyages, ce sont des manipulations de lignes de temps qui créent effectivement le phénomène. Ça, c'est absolument exact. Comme les différents détails dont on parle, hein, à droite à gauche, concernant l'effet Mandela. En l'occurrence, par exemple, dans le film Star Wars, le premier, quand le robot tout doré, là, on le présente au jeu avec une jambe argentée, alors que initialement, il était doré du haut en bas. Ou alors, je ne sais plus, justement pour Mandela, parce qu'il porte son nom, hein. Tout le monde se souvient qu'il est mort en prison, alors qu'en fait, il est censé être mort. Ça en l'occurrence, c'est pas le phénomène qui a donné le nom à l'effet Mandela, à savoir la vie de Mandela, est peut-être le seul événement qui ne répond pas à l'effet Mandela. C'est-à-dire que l'original Nelson Mandela est bien mort en prison. Celui qui est sorti a été un clown. Enfin bref. Donc voilà. Il y a effectivement corrélation, mais c'est toujours pas du voyage dans le temps. Et bien comme quoi la réalité dépasse toujours de très loin la fiction, hein. C'est assez étonnant ça. Alors voilà, donc remarque de Florina. Merci à tous deux pour votre présence et vos réponses. Sachez que votre voix, monsieur le présentateur, est très agréable. Elle calme et apaise, et celle d'Ilialana est des plus marquantes, et je me suis habitué aux sons et aux vibrations qu'elle dégage. C'est très stimulant. Vous faites un bon duo. Oh là là, vous vous rendez compte, Iliana, j'ai une voix de crooner. J'aimerais t'en voir, Syracuse. J'aurais dû faire crooner. Vous n'allez pas faire le pont aussi tant que vous y êtes. Oh là 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 là. Oh, vous faites bien le vaniteux quand même. Non, mais vous avez une voix chaleureuse, hein, c'est clair. Hein.
Toutes les 10 sont d'accord là-dessus. Eh bien, mes aïeux, vous me voyez être tout rouge maintenant. Ah non, c'est pas vrai, on n'est pas rouge. En tout cas, merci beaucoup Florina, vous êtes un amour, c'est extrêmement gentil de votre part. Allez, on passe à l'intervalle suivant. Carmen de Namur, qui nous avait déjà écrit pour une vidéo podcast précédente. Ah oui, je me souviens, Carmen de Namur, effectivement. Je me souviens, poser une question sur la lune creuse, la Terre plate, les pyramides et tout ça. Ah, je me rappelle bien. Nom d'une pipe, Iliana, vous avez de la mémoire. Oh là là, vous feriez une secrétaire de direction absolument exceptionnelle. Ça vous intéresse? Ce serait vous le directeur? Bon, pourquoi pas? Non, mais je suis déjà prise, désolé. Je suis au maximum de mon temps plein. Alors, qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui, Carmen de Namur? Ah, bonjour, Namurois. Oui, au passage, bonjour aux Namurois et à nos amis belges. Alors, Carmen nous demande aujourd'hui, nous dit donc ceci donc. Bonjour, pouvons-nous actuellement ou dans le nouveau paradigme communiquer avec nos défunts ou leur faire passer un message d'adieu? Machine qui absorbe une partie du plasma pour visualiser ou système d'échange de sons pour communiquer avec ceux de l'autre côté du voile. Merci. Alors eh bien, je ne dirais pas que c'est absolument, fondamentalement impossible. Mais je dirais que l'humanité aurait bien davantage intérêt à essayer d'entendre, d'écouter, en tout cas, sa vie tutélaire avant d'écouter ses morts. Ça lui serait quand même largement plus profitable. Non, enfin, les morts, faut savoir rien dire, les morts, hein. C'est comme si chacune de nous, sur le plan subtil, était morte. Non, non, c'est une autre vie sur un autre plan. Bon, là, le corps reste, et puis le reste s'en va, effectivement. C'est pas, vous savez, si les deux mondes sont naturellement séparés, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est difficilement miscible. Le type de pensée, de psychologie d'une âme non incarnée n'a rien à voir avec la conscience mentale. Vraiment pas grand-chose. C'est pour ça d'ailleurs que ça a tendance à faire peur quand il y a une vision un peu fantomatique, etc. Il y a des manifestations étranges de sa part, des comportements étranges parce que il y a une part de perception possible de la part de la personne incarnée qui est témoin de la présence d'une conscience subtile ou subtile. Et il y a la difficulté pour cette conscience subtile, peut-être potentiellement, de se manifester de manière correcte face à la personne qui l'aperçoit. Alors bon, des technologies pourraient potentiellement exister, mais ce ne sera jamais développé. C'est quelque chose qui n'est pas sain, je pense que l'être humain a tout intérêt à apprendre à jouir de la présence des gens tant qu'ils sont là et à leur témoigner leur amour à ce moment-là plutôt qu'avoir des regrets une fois qu'ils sont partis et chercher à leur dire au revoir ce qu'ils n'ont pas fait avant. Alors c'est vrai que les circonstances de la vie peuvent faire que on soit séparés de manière impromptue, hein, on se dit au revoir ce soir et la personne ne revient jamais. Bon, évidemment, hein, ça c'est vu, forcément c'est tragique. Mais c'est la vie, ça fait partie de la vie. Hein. C'est quelque chose qui arrive et il est pas forcément bon d'aller contre les conséquences de ça non plus. Rien n'arrive jamais par hasard. C'est toujours parce que quelqu'un doit apprendre quelque chose, apprendre, comprendre, intégrer en lui ou abandonner ce qu'il retenait prisonnier en lui. Donc, je ne dis pas, c'est quelque chose qui pourrait être parfaitement possible. Mais je suis intimement convaincu que la frontière qui sépare les deux mondes doit rester ce qu'elle est. Elle peut être affinée. On pourrait concevoir que un jour par an, c'est ce qui existe déjà dans la tradition païenne, hein, c'est le fait de Chamain, il me semble, où le voile qui sépare le monde subtil du monde physique est réputé être le plus mince. Il est possible que dans les temps futurs, bien cette finesse du voile s'accroisse encore et permette au genre humain de voir des choses qu'elle ne verrait pas un autre jour, par exemple. Et éventuellement d'entrer en contact, de se saluer, mais pas
la grande scène du 2, pleurer, se rouler par terre, pardon, je t'aime, là, là, là. Non, quelque chose de gai, de joyeux et de résigné, mais dans le bon sens du terme. Quelque chose de, bah, simplement jouir d'une possibilité, d'un salut, qui, normalement, ne serait pas possible, mais qui, bon, là, est permis. La distinction entre les deux mondes n'est pas anodine et il est important que ça reste comme ça, malheureusement. De toute façon, à partir du moment où vous lancez une pensée force, c'est-à-dire avec forte concentration, vers quelqu'un qui se trouve être, non incarné, au moment où vous envoyez cette pensée, sauf rarissime exception, elle la recevra, obligatoirement. Elle vous la renverra, si vous n'en êtes pas sensitive, vous ne pourrez certainement pas la percevoir bien. Vous rêvez suite à ça, vous pouvez éventuellement rêver, vous pouvez avoir une intuition. Mais si vous n'êtes pas véritablement médium, vous ne pouvez pas établir le contact. Mais en tout cas, envoyer un message, oui, le recevoir, peut-être plus difficilement, ça dépend des capacités de chacun. Mais je vous certifie que pour un nombre très important de raisons, c'est vraiment mieux comme ça. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Bon, très bien. Il ne faudra plus qu'à se faire une raison, pour le coup. Oui. Alors, deuxième question de Carmen de Namur. Dans un avenir proche ou lointain, pourrons-nous développer de super pouvoirs, par exemple celui de pouvoir entendre les messages des défunts, peut-être, éventuellement, par le déblocage ou une utilisation plus large de notre ADN? Alors. Là aussi, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle on a déjà répondu aussi. J'avais dit que il y aurait effectivement un affinage de la perception subtile. Bon, il va falloir déjà dépolluer pas mal, intérieurement, extérieurement à l'humanité. Il va falloir laisser passer un peu de temps pour que le genre humain puisse évoluer et prendre sa pleine dimension, sans que le génétique puisse effectivement se réparer, parce que c'est vraiment extrêmement abîmé de ce côté-là. Mais ça viendra. Disons que ce qu'on appelle les pouvoirs ou les super pouvoirs posent un problème dans la mesure où il n'y a qu'un groupe extrêmement restreint, voire une seule personne qui en bénéficie. Là, ça lui donne un pouvoir sur autrui. Et à partir du moment où tout le monde est doté de ce progrès intime, intérieur, qui sur cette voie d'évolution qui donne accès à des choses plus haut placées en termes de réceptivité ou d'émissibilité potentielle, quel que soit le pouvoir en question. Ça peut être la psychokinèse, ça peut être n'importe quoi à la limite. Mais si tout le monde peut jouir de ça, eh bien, il n'y a plus de pouvoir sur quelqu'un, il n'y a que un pouvoir en termes de possibilité d'action, dans sa panel plus large. Ça, à terme, ça arrivera effectivement. L'humanité, dites-vous bien que, en principe, toute la technologie qui vous entoure, c'est de la technologie qui est faite pour vous éviter de faire ce que vous pourriez faire vous-même. Je prends un exemple tout simple, vous prenez un lave-linge, c'est une machine qui lave le linge à votre place, d'accord? Eh bien, si vous prenez un smartphone, eh bien, c'est une machine qui vous permet de parler à quelqu'un qui est très loin de vous, à distance, pour vous éviter d'avoir à le faire vous-même. C'est exactement pareil. Alors, dites-vous que tout ce que vous permet de faire la technologie, un jour, vous pourrez le faire vous-même. Voilà. Et tout le monde pourra. C'est un mouvement collectif extrêmement vaste qui va vous permettre de vous orienter vers un nouveau champ de possibilités propres à l'humanité. Et là, forcément, les références de la civilisation humaine, eh bien, s'adapteront à ça et changeront complètement. C'est quand même pas pour tout de suite, mais à terme, ça arrivera. Effectivement. Ça, c'est quand même réjouissant. Finalement, il y a vraiment que... Il y a que le meilleur qui nous attend, finalement. Mais bien évidemment, le pire est derrière vous. Et le meilleur, tout le meilleur, est devant. C'est le but de la manœuvre. C'est pour ça que nous sommes là, entre autres. Eh bien, encore une fois, que des bonnes nouvelles.
Alors, ensuite, question de Atikara. On a déjà vu aussi Atikara il y a longtemps. La première question, quelle est votre opinion sur la culture, la spiritualité des Rastafari? Ouh là là, c'est quoi un Rastafari? Un Rastafari, c'est quelqu'un qui porte des rastas, qui fume des pétards et qui écoute du reggae. Plus ou moins, selon l'image traditionnelle. Ah, comme Bob Marley, quoi. Oui, si vous voulez, oui. Le mouvement étant le rastafarianisme, à ne pas confondre avec le pastafarianisme. Évidemment, ça n'a pas de rapport. Encore que le nom du pastafarianisme soit issu du premier, effectivement. Alors, pour ce qui est des Rastafari, bon, c'est vrai qu'ils sont extrêmement non violents. Alors bon, moi je suis un peu partial forcément, donc j'aurais tendance à dire qu'ils sont un peu trop non violents. Et en l'occurrence, ils sont un peu hache d'argent aussi. Hein. C'est ce qui est gênant dans ce mouvement. C'est le côté très hache d'argent. Hein. On roupille, on se soucie pas de grand chose, on prend tellement cool que finalement, tant pis ce qui se passe à côté. Évidemment, c'est un peu caricatural, hein, ce que je dis. Bon, comme l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. Mais il y a un peu de ça quand même. Disons que c'est on a envie de les faire avancer un peu à coup de pied quand même. Hein. Bon, c'est une philosophie de vie qui n'est pas, alors elle est pas méchante, hein, ça c'est sûr que c'est, enfin encore qu'on trouve de tout. Non, mais c'est le côté très d'argent, le côté, je dirais, une forme de démission par rapport aux choses. Voilà. Voilà. C'est pas assez dynamique. Il manque une forme certaine de dynamisme là-dedans. C'est le plus gros problème. Sinon, bon, ça va. Hein. Si avec ça, si c'était le pire de ce monde, ça irait à peu près. Vous en connaissez personnellement des Rastafari? J'en ai connu quelques-uns, effectivement. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Hein. C'est pas une opinion comme ça, tombée de nulle part. J'en ai côtoyé quelques-uns. J'ai comparé mon expérience personnelle à celle de sœurs à moi qui sont en Jamaïque, et notamment. Et il y a un tronc commun par rapport à ça, et c'est celui-là, effectivement, ce manque de feu. C'est un feu qui couve, mais qui n'arrête jamais de couver. Il y a de la dynamique qui manque beaucoup. Ça c'est la chose qu'on pourrait. Maintenant, si on pouvait les imaginer les dynamiques, en fumant peut-être un peu moins de pétard, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est toute une culture. C'est vraiment un tout. Bon, ben voilà, quoi. Bon, c'est pour ça. Alors, deuxième question de Tikara, l'esprit du chanvre. Ah ouais, ben voilà, les pétards en question. Hein. L'esprit du chanvre s'étant pleinement rallié aux forces de l'absolu, que pouvez-vous nous dire sur ses actuelles vertus ésotériques? Les vertus médicinales et courantes, tissus, béton, etc., étant bien connues pour ceux qui se donnent la peine de chercher. Donc il ne s'agit pas effectivement de ce qu'on peut faire avec du chanvre, en l'occurrence, mais enfin, ce qu'on peut manufacturer à base de chanvre, hein, comme ce qu'il dit là. Mais au niveau ésotérique, ça change quoi? Le ralliement de la conscience du chanvre. Je suppose qu'il s'agit du chanvre hallucinogène, hein, détenteur de la molécule de THC, je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref. Mais disons que oui, c'est vrai que la plante qui est hallucinogène, j'ai beaucoup dire, hein, ça génère pas d'hallucination quand même. Enfin, disons qui contient cette molécule est une conscience qui, grâce à ce que on identifie comme étant une molécule altérant la réalité, et cette faculté de cette conscience précisément, la conscience de cette plante-là, et non pas du chanvre ne contenant pas cette molécule, eh bien, disons que cette molécule est l'élément qui fait que cette conscience, grâce à la molécule en question, a la possibilité d'interagir avec la conscience humaine. Et l'aspect
l'aspect altérant cette réalité et le résultat du mélange de la vibration de cette conscience avec la conscience humaine. Là, on s'aperçoit à quel point ça peut être différent, puisque on se retrouve avec une conscience a priori altérée. C'est une interaction changeant la fréquence du cerveau et qui crée une forme de pont où la conscience objective, altérée donc, et la conscience de la plante, qui elle n'est pas altérée en revanche, peuvent se rencontrer. C'est-à-dire que la plante, la conscience de la plante amène à elle la conscience humaine en permettant une forme d'échange. Voilà. Il y a des plantes qui sont plus, je dirais, plus présentes en termes relationnels avec l'humanité. Il n'y a jamais, par exemple, le phénomène d'apparition d'un petit bonhomme vert qui serait la forme que prendrait la plante à ce moment où on est sous l'emprise de... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une communication beaucoup plus subtile. Et en l'occurrence, la conscience du chanvre a donc promis à son ralliement d'ouvrir le champ de conscience et le champ de compréhension plus large qu'il n'avait jamais fait avant, de manière à amener l'intuition, à amener une forme de compréhension, à amener un mode de pensée orienté vers le nouveau paradigme. Alors ça ne veut pas dire que vous devez tous vous procurer des pétards et vous mettre à fumer jusqu'à n'en plus pouvoir. Attention, ne faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, a priori, la conscience est faite pour rester ce qu'elle est, de manière à tirer pleinement l'expérience de l'incarnation au moment présent. Bon, maintenant, il y a des gens qui, pour un certain nombre de raisons, pour raisons médicales notamment, sont amenés à prendre du cannabis. Ou alors, il y a des gens qui, le côté récréatif, on appelle le cannabis récréatif. Bon, je trouve pas ça très récréatif personnellement, mais enfin, peu importe, Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais disons que l'avantage, c'est que ça fait partie des substances, qui est en train de se légaliser maintenant, sous quand même notre impulsion depuis un moment, parce que c'est vrai que médicalement, ça représente quelque chose d'extraordinaire, et vraiment, vraiment extraordinaire, au-delà de l'aspect altération de la conscience. Mais en tout cas, pour les gens qui, on fume parce que pour l'aspect récréatif, on va dire, ou parce qu'ils en ont besoin au vu de leur état de santé. Et s'il vous plaît, sans en abuser, quand même, il faut toujours garder une mesure correcte. Eh bien, ces gens sont confrontés à cette conscience du chanvre qui s'est engagée auprès d'eux à les mener, dans la mesure de ses possibilités et de leur volonté propre, vers quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus beau, de plus noble, et donc vers le nouveau paradigme. Voilà. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental qui change. C'est-à-dire que si on a vraiment quelqu'un qui veut rien savoir, qui a un abruti profond et qui et qui finalement va se mettre à fumer ou qui fume du cannabis, eh bien ça va lui ouvrir un champ de compréhension qu'il n'avait pas auparavant et qui le mettra potentiellement sur d'autres rails, lui permettant en fait de comprendre mieux certaines choses, lui permettant d'embrayer sur quelque chose de meilleur, ce qu'il n'aurait pas fait à l'état naturel. Alors, ce n'est pas un passage obligé, forcément, c'est pas fumer et vous aurez la libération, c'est pas du tout, mais pas du tout, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, pour les gens, qui fument et qui n'en savent rien, ou même s'ils le savent à la limite, disons que la conscience de la plante n'est pas mal orientée pour eux. Ce n'est plus une forme, disons, d'entrave, quelque part. Ce qui peut être le cas avant. Alors, en revanche, je tiens quand même à préciser que les fumeurs assidus de chanvre, sont quand même exposés au risque de voir très considérablement augmenter la porosité de leur corps subtil. C'est-à-dire, si on voit un corps subtil d'un gros fumeur de cannabis, c'est plein de trous partout, et il n'y a plus rien qui retient l'énergie. Facilement, n'importe quoi, à ce moment-là, peut entrer
et sortir. Quelqu'un comme ça peut se faire, pas posséder, mais enfin disons dans l'esprit c'est un peu ça, ça peut se faire approcher de bien trop près de n'importe quoi, n'importe quelle conscience qui passe, ou un fluide même inconscient et qui pourrait être éventuellement nocif. Donc faire attention quand même, hein, attention à l'abus, toujours pareil. Ah, c'est intéressant, ça c'est une approche qu'il est bon de connaître, surtout pour les concernés à la limite. Voilà, donc remarque additionnelle d'Atikara, 111 remerciements à notre terrible duo. Ah oui, il est terrible, c'est vrai. Et des bisous au personnage Ilialana avec un clin d'œil. Ah là là là, j'ai osé dire, je connais le personnage, alors forcément, Atikara n'a pas la mémoire courte non plus. Merci pour les bisous, hein, je vous le rends avec plaisir. Ah bah voilà, il vaut mieux se concilier les deviches que de se les mettre à dos. Hein. Alors, une question de Anton Zoltek. Ah, ouais, ça faisait longtemps, ça faisait une vidéo ou deux. Qui nous demande ceci. Donc, j'ai souvent lu ou entendu que nos croyances créent notre réalité. Est-ce vraiment aussi simple? Si c'était le cas, les gens qui se font vacciner contre le Covid devraient se sentir mieux plutôt que de mourir. Et les médicaments toxiques n'auraient que des effets bénéfiques. Ouais, on peut se poser la question, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, effectivement. Et puis, celui qui a envie d'une jolie nouvelle voiture, pouf, il l'aurait à ce moment-là devant la porte, clé sur le contact. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les croyances, les postulats qui constituent les références liées à ce à quoi on adhère, crée la réalité, ça influence la réalité, ça plie la réalité, effectivement. Mais tout dépend de la puissance de cet aspect-là. Il y a aussi le principe de la réalité auquel vous allez vous heurter. Vous pouvez croire dur comme fer en le fait que les éléphants sont verts. Si vous étiez seul au monde avec les éléphants, ils deviendraient peut-être verts pour une raison ou pour une autre, ça pourrait très bien se produire. Mais il y a tellement de gens qui, en contrepartie, sont absolument certains qu'aucun éléphant ne peut être vert, à moins de le peindre, que la faiblesse de l'énergie de votre croyance, si forte soit-elle, ne fera pas le poids contre les postulats inverses. Donc il y a ce principe de réalité qui doit être respecté et qui ne peut facilement déroger à la règle. Voilà, donc la positivation fonctionne comme ça, on positive, on se dit, on ensemence son esprit de choses, et si on maîtrise un peu le phénomène, qu'on est suffisamment détaché, eh bien ça se produit, on a ce qu'on demande, on l'a vu combien de fois, mais il faut absolument respecter, il faut que que l'objet de la croyance ou du désir respecte le principe de réalité. Sinon, pour nous, ce serait pareil. Nous, dans le nouveau paradigme, et paf, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, tout a changé le jour au lendemain. Eh bien non, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a un principe de réalité. Alors, il y a non seulement un principe de réalité, mais en plus, on s'oppose au postulat collectif des gens qui s'imaginent que le monde qu'ils connaissent est le seul qui soit viable. Tout le reste est soit de la fantaisie, de l'utopie, ou alors du complotisme. Voilà, on est confronté à ça aussi. Hein. Donc, il y a ce principe de réalité à respecter impérativement, et aussi la force des croyances opposées aux vôtres. Alors, ça crée des clivages au niveau de l'humanité. C'est aussi pour ça que l'ennemi a créé les religions. Il a créé toutes pièces, les religions, de manière à ce que les croyances des uns s'opposent aux croyances des autres et créent des blocs disparates et impossibles à fusionner pour faire le un. Donc là c'est pareil. Dans le principe des croyances personnelles, c'est pareil. Alors vous pouvez croire en quelque chose qui correspond à, on va dire, une réalité qui vous est personnelle. Elle vous est propre. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, ça fonctionne. N'importe quoi, on parle de quoi que ce soit. Vous pouvez faire le constat de cette réalité. Alors que quand quelqu'un qui ne croit pas du tout vous rejoint et que vous êtes opposé à son regard incrédule, ça ne marche plus. Parce que le phénomène est dilué. Le phénomène de votre
de votre puissance psychique est diluée par son incrédulité face à ce qui est l'expérience commune qui est vécue à cet instant-là. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent là-dedans. Hein. Il faut de tout pour faire un monde, dit-on, surtout le pire chez vous. Mais en attendant, il faut le monde est le résultat de la moyenne de ce en quoi les gens croient en général. Donc l'intérêt aussi pour nous en l'occurrence est de canaliser ce flux de croyances en des choses qui sont complètement rocambolesques pour les diriger vers une réalité plus concrète et lui permettre de se manifester. Et on sortira le monde de l'enfer comme ça. Donc là c'est pareil, mais je fais le parallèle entre vous et nous finalement, parce que votre question permet de voir en fait notre action, enfin la réponse permet d'entrevoir notre action sous un angle un peu différent. Donc voilà. Bon, d'accord. Donc deuxième question de Anton. Le scénario que vous suivez va-t-il aller jusqu'à l'obligation vaccinale pour trier les moutons des rebelles? Non, normalement pas. C'est vrai qu'il y a certains ajustements qui se font dans ce plan, mais admettons que ce soit le cas et que il y a rien à faire et qu'il faille vacciner tout le monde. On dit comme ça, c'est vraiment, franchement, admettons, hein, on fait de la science-fiction, là on va dire, notre plan consiste à faire vacciner la Terre entière. L'ennemi, le faisant, voudrait décimer l'humanité, quasiment, ou l'abîmer définitivement pour avoir totalement le contrôle dessus. Eh bien, nous, notre objectif ne serait pas celui-là, évidemment, ce serait de permettre, comme ça a déjà été dit, permettre le réveil de l'humanité et la prise de conscience. Donc forcément, le résultat final serait différent, même s'il y avait vaccination pour tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas, pas du tout envisagé. Alors il y a des gens qui continuent à se faire vacciner, il y a même des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner et qui sont obligés de se faire vacciner. Mais bizarrement, à eux, il n'arrive rien du tout. Et ça, c'est volontaire. À partir du moment où quelqu'un meurt, notamment du vaccin, c'est qu'il y a une volonté derrière. La nôtre, peut-être. La sienne, peut-être. La sienne propre, ça c'est déjà vu, hein, ici. On en a déjà parlé aussi. Il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Mais notre scénario n'inclut certainement pas l'obligation vaccinale pour tous. En tout cas, pour trier, comme vous dites, les moutons des rebelles. Non, les moutons, de toute façon, si les moutons du système actuel ne meurent pas de la vaccination ou du soi-disant Covid, ils mourront d'autre chose. De toute façon, ils mourront avec le système. Ils ne sauront pas vivre autrement qu'avec lui. Et là où ira le système, ils iront. Voilà, c'est bien résumé. Pour les autres, eh bien, il n'y aura pas de problème. Non, il n'y a pas besoin de nous pour ça. Ça se fera tout seul. C'est une sélection absolument naturelle. Ça fait un peu froid dans le dos quand même, hein, dit comme ça. C'est assez abrupt pour le coup. Ah bon, vous trouvez? Oh, un peu. Moi, je trouve que c'est le monde duquel vous sortez qui fait froid dans le dos. Et là où vous auriez pu aller si on n'était pas intervenu. Ça fait froid dans le dos, vraiment. Oui, vu comme ça, forcément, c'est indéniable. Voilà, j'espère, Anton, que vous aurez été satisfait de la réponse. Sinon, comme d'habitude, hein, vous renvoyez un formulaire, vous savez, vous connaissez la règle maintenant. Alors, prochaine question de Gabriel, qui nous dit ceci. Bonjour à vous deux et merci au Twitch pour le travail exécuté. Bonjour Gabriel, et merci beaucoup. Merci à vous pour votre esprit de reconnaissance. Je vous en prie, c'est un plaisir d'aider les gens qui en sont heureux. Voilà. Alors, demande ceci. Donc, vous dites avoir effectué le nettoyage de l'ennemi. Est-ce que cela concerne aussi la pollution? La pollution atmosphérique des rivières, de la Terre, je suppose. Alors, je dirais oui en partie. Je dirais même qu'on a commencé par ça de longue date. Nous, personnellement, peut-être pas, mais disons que les forces auxquelles nous sommes associés, oui, certaines sont absolument dévolues à ça, sont dédiées à ça. Alors, c'est
il n'est pas possible d'arriver à bout de tout, mais disons que nous avons vraiment limité les, les, les dégâts les plus énormes, que ce soit au niveau contamination de la terre, des eaux, de l'air, les contaminations radioactives, etc. Il y a un gros travail, gros travail qui se fait depuis longtemps, qui continue à se faire et qui continuera. Mais il est un fait absolument certain que de toute façon, l'humanité doit impérativement nettoyer sa planète. Ça, il va falloir prendre conscience de la responsabilité de l'humanité. On dirait c'est peut-être pas depuis des siècles, c'est peut-être pas les gens de la nouvelle génération qui en sont responsables. Encore que, d'une certaine manière, si bien sûr, parce qu'avec le phénomène de réincarnation, c'est parce qu'on est là aujourd'hui qu'on n'était pas là hier. Donc, mais bon, l'humanité, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle sera, devra prendre profondément conscience de la responsabilité de ce qu'elle aura commis dans les temps passés. Et en tant que ce qu'elle sera dans le temps qui sera présent, eh bien, face à Gaïa et son corps cosmique, donc la planète en tant que telle, l'humanité devra retrousser ses manches et nettoyer son séjour. Bon, ça se fera avec notre aide de toute manière, mais je vais vous donner une estimation pour vous dire ce que ça va donner. Il va falloir, pour à peu près correctement rendre la planète correcte, juste correcte, il va falloir 4 siècles. 4 siècles pour dépolluer vraiment les plus grosses crasses. Et pour que la planète soit parfaitement nickel, mais un bijou de propreté, il va falloir 30 siècles. Pas de plus. Les 4 compris. Mais disons 26 siècles de plus. 3000 ans en tout pour que la planète soit absolument impeccable, telle qu'elle aurait toujours dû le rester. Vous voyez, l'ampleur du travail est gigantesque. Mais on a pris des longueurs d'avance, histoire que ce ne soit pas trop irrécupérable ensuite. Voilà. Et ça fait partie, effectivement. C'est vrai que cette pauvre Gaïa tient plus de la poubelle que du monde habitable, quand même. Enfin bref, c'est presque étonnant qu'il y ait tellement de civilisations qui soient venues s'y installer quelque part. Enfin, elle n'est pas dans cet état-là depuis très très longtemps à la limite. Enfin bref, voilà Gabriel. Alors deuxième question, peut-on boire de l'eau du robinet sans problème? Curieux ça comme question. Alors Yelena, on peut? Ah bah alors là, je vous dirais que ça dépend de l'eau, ça dépend du robinet aussi, ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Il y a des régions où on peut parfaitement. Il y a des systèmes d'assainissement d'eau qui sont quand même très bien faits. Bon, les canalisations d'eau, les tuyaux qui amènent l'eau, c'est pas, il y a trop d'angles droits, j'avais déjà dit, c'est mauvais en termes d'information. Enfin, en termes de qualité chimique, oui, pourquoi pas, c'est une possibilité, Il y a des eaux de robinet qui sont bien meilleures que des eaux minérales en bouteille, pour la petite histoire, une ondine nous a appris que elle ne pouvait vivre dans de l'eau minérale en bouteille que 20 minutes. Après, c'est la mort assurée pour elle. Alors, vous voyez, c'est pas vraiment une référence, mine de rien. Ça, c'est dû au plastique, enfin, l'affluence du plastique. Mais sinon, si, il y a des régions, il faudrait connaître la vôtre, et puis il faudrait voir les cartes, je ne sais pas. Là, comme ça, je peux pas vous dire, mais je sais que c'est une possibilité, on peut parfaitement. Il y a des régions où on peut. Il faut faire attention aussi, parce qu'il y a certaines autorités qui assainissent les eaux en ajoutant du chlore, pour enlever potentiellement les bactéries, choses comme ça. Alors bon, ça enlève les bactéries, c'est sûr, ouais, mais ça rend idiot pour finir aussi, comme le fluor. Fuir à toutes jambes le fluor et le chlore après. Donc bon là maintenant,
je vous dis, ça dépend des régions. Mais potentiellement, c'est possible. Effectivement, il y a quand même des traitements très réussis, des eaux usées qui permettent de pouvoir boire l'eau du robinet, bien sûr. Sans oublier que les archalchimistes ont fait, à un moment donné, ont collaboré un très gros travail d'assainissement des eaux de la planète. Parce que l'ennemi avait envisagé de modifier le caractère électrolytique de l'eau et de faire en sorte que l'eau qui était ingérée soit incapable d'hydrater les cellules. Donc les gens auraient bu et seraient morts de soif malgré tout. Oui, c'est vrai, mais je me souviens effectivement. C'est vrai que c'était une époque où vraiment tous les efforts convergeaient vers l'assainissement vibratoire et physique de l'eau. Oh là là, c'est vrai. Là, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui a été fait. Oh là là, tout ce qui a été fait. Quand on dit, bon, vous n'avez rien fait jusqu'à présent, rien. Enfin bon, bref. Alors, Gabriel a envoyé un deuxième formulaire qui demande ceci. Bonjour et bisous à vous deux. Bon, merci. Bonjour, Gabriel, et bisous à vous aussi. Bonjour, Gabriel. Merci. Est-ce que les tiques ont vraiment été modifiées pour donner exprès la maladie de Lyme ? Oui, c'est une vraie réalité, ça. La maladie de Lyme a été créée en laboratoire. De toute façon, l'ennemi avait contrôle sur tous les insectes piqueurs. Les insectes piqueurs, et les suceurs de sang surtout. Ça me rappelle, je ne sais plus lequel de la famille Rothschild avait pour passion la collection de toutes les vermines. Il gardait vivants des insectes suceurs de sang, il avait des tiroirs pleins, il choyait ça vraiment comme une vraie merveille, parfaitement conforme quelque part au monde d'origine de l'ennemi dont on avait déjà parlé. Non, c'est vraiment... Oui, la tique a été modifiée pour être la transmettrice de la maladie de Lyme, effectivement. Qui se guérit au demeurant très bien avec bêtement de l'eau d'argent, de l'argent colloïdal. Mais bon, oui, effectivement, c'est une des gentillesses de plus de l'ennemi. Mais en fait, c'était des tests qui ont été menés pour pouvoir faire pire après. En l'occurrence, le développement de la tique n'a pas été aussi important qu'ils l'auraient souhaité. Ils n'ont pas réussi à doper son développement, son surdéveloppement. Donc ils ont laissé tomber. Donc bon, voilà. Donc maintenant, épisodiquement, quelqu'un chope la maladie de Lyme en se faisant piquer par une tique. Enfin, de toute façon, ça aussi, ça disparaîtra pour finir. La maladie ou la tique elle-même ? Les deux. Ok, pour ça. Et donc, dernière question de Gabriel. Et dernière question pour cette 41e entrevue. Si oui, ont-elles été éradiquées ? Eh ben, pour le coup, voilà, c'est plus une question puisqu'on a donné la réponse. En fait, non, Iliana, c'est pas encore éradiqué, ça va le devenir seulement. Oui, c'est quelque chose qui va se faire, qui est prévu. Là, on s'occupe pas des menus détails, on est vraiment très 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 occupé, totalement, je dirais, mobilisé par le plan actuellement en cours. Mais de toute façon, les animaux de ce genre, enfin les animaux, c'est vite dit, c'est beaucoup dire du moins. Mais les tiques, les moustiques, tout ça finira par dépérir. Ils ne supporteront pas le changement de vibration. Une évolution de conscience va obligatoirement faire évoluer l'âme. C'est quand même le but. L'âme est dissoute dans le sang. Si l'âme évolue très haut et devient véritablement lumineuse, en absorbant le sang de leurs victimes, ces insectes, cette vermine, va automatiquement absorber cette vibration-là qui va la tuer de l'intérieur. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas survivre. Ils ne pourront pas. Alors, je ne sais pas quand, encore une fois, je ne sais pas, je peux pas l'estimer comme ça, mesurer. Mais, pour les plus dangereux d'entre eux, ça devrait quand même relativement vite se faire. Le problème, c'est qu'on peut pas éradiquer ça comme ça parce que c'est complètement inclus dans l'écosystème. Ça prend un certain temps. Vous amenez une espèce, on va dire extraterrestre, vous l'insérez dans le monde. Si elle arrive à se maintenir,
Elle va s'intégrer à l'écosystème. Elle va trouver des prédateurs, en général, on l'espère. Et elle-même va, trouver des proies, à la limite. Mais, donc tout ça finit par s'harmoniser. La nature s'arrange avec ce cas-là et fait avec de manière à ce que ce soit stable et à peu près harmonieux, qu'il n'y ait pas de gros déséquilibre. Donc, de ce fait, forcément, si vous retirez du jour au lendemain un élément qui, au départ, était perçu comme, ou à tort ou à raison, comme étant de la vermine, donc qui était un parasite, finalement, eh bien, si vous l'enlevez comme ça du jour au lendemain, vous allez générer ce déséquilibre. Il doit, si les possibilités sont données, ce qui sera le cas, il doit être retiré petit à petit, de manière à garantir l'équilibre de tout ce qui l'entoure et de ce avec quoi il interagit. Donc ça peut pas être trop rapide. Heureusement, l'ennemi aurait souhaité, il a travaillé dans ce sens, à ce que ça puisse se passer de la même manière pour lui. Voilà, manque de chance, ça s'est passé autrement. Pas à ce point eu besoin de conserver l'ennemi pour garder l'équilibre. Par contre, dans une même logique, on est obligé de conserver son système en faisant croire qu'il est toujours là pour garantir cet équilibre. On retombe sur nos pattes, au niveau argumentaire. Et vu que ces animaux lui sont terriblement liés, bien entendu, comme ça a été dit, eh bien, il est logique que cette logique se retrouve là, transposée entre le règne animal et lui. Enfin voilà, tout ce petit enfer est destiné de toute façon à disparaître dans ses moindres détails, ne vous en faites pas. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais ça viendra. Voilà. Eh bien, nous voilà parvenus à la fin de cette 41e entrevue avec vous, Eliana. Je vous remercie beaucoup, comme d'habitude, pour ces excellentes réponses. Merci à vous également, et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient ces questions, effectivement, nous permettant de pouvoir interagir avec vous. Merci. Eh bien voilà, si cette entrevue vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et la partager, de manière à pouvoir en étendre éventuellement l'audience. Les commentaires sont modérés mais ouverts, alors laissez-y un petit mot, une remarque ou une question éventuellement. Si vous avez des questions en revanche à poser à la Prakanda Selamuka ou à Eliana personnellement, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/question afin de nous les transmettre. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, des suggestions éventuellement, rendez-vous sur le forum de la Prakanda Selamuka, prakanda.news, ou éventuellement sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket si votre question est davantage privée à l'adresse prakanda.email. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite, Eliana, et à tous ceux qui nous écoutent, un excellent week-end, bonne fin de semaine, portez-vous bien, et que le meilleur soit réservé à tout à chacun. Merci beaucoup à vous, merci. Bonne fin de week-end à tout le monde également, et à lundi pour la prochaine. Absolument, on fait comme ça, le rendez-vous est pris. Allez, une bonne fin de semaine, portez-vous bien, et à tout bientôt. Et que le meilleur vous soit acquis. Allez, bye bye. Bye bye, gros bisous à tout le monde. Vous vous mettez au gros bisous maintenant. Oui, je me civilise. Allez, bisous. Bon à lundi. Bisous.